plus tarder, je vais convier nos différents participants à me rejoindre. Donc d'abord, Alix Boulnois, Chief Digital Officer d'Accor. Voilà, on peut l'applaudir pour l'encourager. Ensuite, Angélique Bidot-Verliac, directrice data et performance de SNCF Connect and Tech. Dans l'ordre alphabétique, Laurent Giquel, directeur commercial et digital de Maeva. Charles-Édouard Girard, je pense qu'il est parmi nous, mais je ne l'ai point vu. Voilà, c'est parfait. Nous sommes au complet. Cofondateur de Home Exchange. Et Aja Godet, de Chief Marketing Officer de Worldia. Voilà, donc nous sommes ensemble pendant 1h15. On va essayer d'échanger pendant 1 heure et donc laisser 15 minutes au public pour poser des questions, interagir et pourquoi pas donner des partages d'expérience. Alors, le sujet phare, ce sont donc les évolutions stratégiques. Et forcément, quand on parle d'évolution stratégique dans le digital, dans la travel tech, on a tous envie, pour commencer, de parler d'intelligence artificielle. Quand on a préparé la table ronde ensemble, j'ai vu que chacun avait des projets très complémentaires, très différents, donc des cas d'usage qui, à mon sens, sont intéressants à partager pour qu'on voit l'étendue, le champ des possibles en matière d'IA. Donc, pour commencer, eh bien, je vais laisser la parole à Alix. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. C'est amusant d'avoir un panel avec plus de femmes que d'hommes sur l'IA. Franchement, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Effectivement, donc dans le groupe Accor, nous, l'IA, c'est forcément une priorité. C'est d'ailleurs pas un sujet nouveau. On fait des choses dans l'IA depuis déjà quelques années. Mais comme tout le monde, on a pris l'accélération, notamment autour du Gen AI. On a 5 typologies de cas d'usage aujourd'hui qu'on a priorisées. Il y en a beaucoup, mais on essaye d'être focus. Le premier, c'est tout ce qui est autour de l'expérience client. Donc, comment on personnalise et on sert mieux nos clients. Donc, dedans, vous allez retrouver tous les cas d'usage autour de la personnalisation de nos pages sur nos sites web. Donc, montrer un contenu différent suivant l'utilisateur qui vient. Tous les cas d'usage autour du service client, des centres d'appel, comment on peut répondre de façon automatisée avec de la voix, comment on peut rediriger le client vers le meilleur agent pour lui répondre. Donc ça, c'est la typologie numéro 1. La deuxième, c'est tous les use case marketing. Et le Gen AI a beaucoup accéléré, je pense, cette verticale. Donc production de contenu à échelle. D'ailleurs, quand on parle de personnalisation, souvent, par le passé, ce qui a bloqué cette notion de personnalisation, c'était le fait de ne pas avoir assez de contenu. Donc, production de contenu à échelle, que ce soit des pages de sites web, des campagnes marketing. Si on prend par exemple, on pourra en reparler des use case marketing, mais nos campagnes CRM en Europe aujourd'hui, elles sont toutes générées par un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, le contenu est créé par l'algorithme. Voilà, pas mal de use case marketing. Ensuite, la troisième verticale, c'est tout ce qui touche à ce que j'appellerais le decision making. Donc, comment on utilise au mieux la donnée pour prendre des décisions en temps réel et plus accurate. Donc, dedans, vous allez retrouver tous les use cases de pricing, revenu management, tous les use cases de forecasting, forecaster workforce, etc. Quatrième, productivité interne. Donc, typiquement, utiliser l'IA pour enlever des tâches répétitives et chronophages aux équipes, que ce soit des équipes techniques, que ce soit des équipes opérationnelles. Et le cinquième, c'est l'ESG. Donc utiliser l'IA pour réduire notre empreinte environnementale, le gaspillage alimentaire, etc. Voilà, c'est à peu près ça les 5 grandes typologies. Alix, vous m'aviez dit que en fait, vous aviez beaucoup utilisé, vous utilisez beaucoup l'IA pour les emails commerciaux, parce que vous avez 100 millions de clients en tout. Donc comment fait-on justement pour utiliser et personnaliser grâce à l'IA ? Oui, alors donc je mentionnais les use case marketing, c'est un gros focus pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Accor, on est dans 110 pays, on a 42 marques et en plus on a pris une décision assez forte il y a 1 an et demi, qui était de décentraliser notre marketing. Donc l'idée derrière était de dire que les personnes qui étaient au plus proche du client étaient les plus à même de s'adresser à lui. Et qu'avoir des équipes centralisées, qui allaient envoyer des emails à un client chinois ou un WhatsApp à un client brésilien, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Donc, on a décentralisé ce marketing. Le challenge que ça pose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent communiquer avec beaucoup de clients. Et donc, on utilise l'IA aujourd'hui pour déterminer
la quantité, la volumétrie d'emails, le targeting des emails. Je parle d'emails, mais en fait, c'est vrai pour les SMS, les WhatsApp, etc. Et donc, on a développé une IA qui permet, par exemple, de calculer le score d'appétence des clients à ouvrir notre contenu. Donc, on peut détecter qu'un client, par exemple, là, il est en train de plus du tout être appétent à notre contenu parce qu'il a été sursollicité. Il faut arrêter de lui en envoyer. Au contraire, quelqu'un qui va être très réceptif, il faut continuer à l'engager. On détermine avec de l'IA, d'ailleurs, les ciblages de nos campagnes. C'est plus des marketeurs qui, one by one, vont dire voilà les critères. Donc, ça, c'est aussi un autre use case. Le contenu de ces campagnes est aussi généré par du Gen AI, toujours avec un humain qui relie, etc. Mais on fait quand même des choses assez extraordinaires où l'IA est maintenant capable de reproduire le tone of voice de nos différentes marques. Donc, elle ne va pas nous proposer la même chose sur une marque comme Orient Express, qui est ultra luxe, ou une marque Formule 1 qui est ultra éco. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et il y a des résultats assez probants. Un chiffre que je donne souvent, c'est en 18 mois, à ISO nombre de communications envoyées, parce qu'on n'essaie pas d'envoyer plus de communications. Ce qu'on essaie, c'est d'avoir plus de revenus. Donc à ISO nombre de communications envoyées, on a fait plus de 237% de revenus sur toutes nos com CRM. Donc c'est un impact hyper tangible. Et en plus, c'est vraiment que le début, quoi. Il y a vraiment un nombre de use cases assez incroyable. D'accord, très bien. Donc, avec toujours le contrôle humain, bien entendu. Donc, ce sont, notamment sur ce qui est visible du client et où ça représente nos marques. Donc, on ne veut pas mettre n'importe quoi en face de n'importe qui. Très bien. Angélique. Oui. Oui, alors que faites-vous effectivement en matière d'utilisation de l'IA aujourd'hui pour SNCF Connecta ? Alors, ce qui est intéressant quand on parle de l'IA, c'est assez large. Donc, du coup, moi, je le sépare en 2 catégories. En tout cas, j'essaye pour expliquer aux personnes qui sont dans l'entreprise. J'ai l'IA analytique. Alors ça, vous en avez parlé, Alix. C'est exactement des use cases qu'on a aussi de notre côté. Et l'IA gène. Nous, on se sépare parce que c'est quand même pas les 2 cas d'usage. Ils sont assez distincts, en fait, et c'est pas les mêmes équipes. Sur l'IA analytique, nous aussi, on en fait depuis longtemps. C'est des choses assez classiques. On utilise aussi pour améliorer les ciblages dans les campagnes marketing. Je pense qu'on a tous fait ça pour améliorer aussi notre prédiction des ventes. C'est des use cases assez classiques. Et on décide soit de le faire à la maison, parce qu'on n'en a pas parlé, mais soit aussi de faire appel à des startups. Voilà. Nous, on a vraiment cette mixité en fait, et d'écosystèmes qu'on a en interne. Et on le fait depuis des années. Le deuxième pan, sur l'IA générative, nous, on se pose pas mal de questions et l'enjeu qu'on a, nous, derrière, c'est comment concilier l'humain et la technologie. Et aujourd'hui, on est en phase exploratoire. On se pose vraiment beaucoup de questions, on teste beaucoup de choses en interne. Donc, soit pour des use cases que vous avez cités aussi, qui sont intéressants, de la productivité. Par exemple, les développeurs, en fait, quand ils vont coder, comment on peut les aider dans la phase de test, parce que ce sont des tâches répétitives. Et on peut mettre une IA gène pour les aider et accélérer, en fait, dans leur métier. Ça, c'est des choses qu'on fait pour améliorer leur productivité et surtout les concentrer sur leur cœur métier, en fait. Leur cœur métier, c'est pas de faire du test. Leur cœur métier, c'est faire du développement. Donc on a vraiment cet usage-là. Et aussi pour les clients, vous en avez parlé aussi alors il y a plusieurs use cases aussi pour les clients. Il y a le sujet notamment comment j'augmente en fait les call centers. Et donc c'est vraiment donner en fait l'accélération dans la création de contenu pour aider les agents pour mieux répondre auprès du client en fait. Donc de notre côté, de notre part, on est encore très en phase exploratoire et on se pose encore beaucoup de questions parce qu'en fait, on a très peur de quelque chose qui s'appelle les hallucinations. Donc peut-être qu'on en parlera après. On va en parler. Voilà. On va en parler. Et donc voilà à peu près la typologie de use case qu'on a en interne. Très bien. Laurent, quels sont les cas d'usage aujourd'hui que vous explorez ? Bonjour. Nous, on n'a pas fait grand-chose. On se concentre surtout pour travailler un algo pour prédire la météo, qui est un peu notre question la plus importante en ce moment, ce qui fait quand même un temps horrible sur la France depuis à peu près 6 mois, et qu'on commence à rentrer dans la période de haute saison pour nous. La météo, c'est quand même le plus grand influenceur du secteur du voyage. Hein. C'est l'enfer, c'est l'enfer cette année. Maëva, juste en 2 mots, on est une filiale du groupe Pierre Vacances Center Parks. Il y a Pierre Vacances, il y a Center Parks, Adagio et Maëva. Et nous, on est une marketplace qui vend 50 000 hébergements, du camping, des biens particuliers, des résidences. Et on fait du coup à peu près 50% de notre chiffre d'affaires maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis permis cette petite blague sur la météo. On est évidemment hyper focus surtout sur les attentes des clients. Comment optimiser le parcours client. Et en effet, avant de tomber direct dans l'IA générative, on avait fait le choix, nous, il y a 6-7 ans, de mettre toute notre data dans Google Cloud, dans un data lake, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une data qui est quand même très très structurée,
qui nous avait permis déjà de jouer pas mal avec des algorithmes, de structurer la data, de l'analyser. Et aujourd'hui, l'IA générative nous permet de faire plus de choses et des choses aussi plus personnalisées et plus ciblées. Un petit exemple, mais on a plusieurs use cases en effet qui ont déjà été très très bien décrits du coup par Alix et Angélique. C'est les avis clients. On avait, il y a 3 ans, lancé un algorithme pour analyser nos avis clients. De manière assez basique, on n'est pas 500 chez Maeva, on est 200. Donc historiquement, on se contentait de répondre aux avis clients qu'on considérait comme pas très bons, donc 1, 2, 3. Parce que déjà, on a du mal à le faire, ça prend du temps. On ne le faisait pas forcément de manière très bien, très pertinente, parce qu'en général, c'est un copier-coller de super, on n'a pris en compte votre demande, parce qu'on ne répondait pas forcément aux clients. Quand c'est personnalisé, c'est un SAV. Et cette réponse-là, on la faisait plutôt pour nos prospects, pour afficher ça sur le site. Donc on avait lancé un algo pour analyser les sentiments des clients et nous permettre d'identifier dans les avis 4-5 ceux qui n'étaient pas contents pour du coup aller leur répondre et en se disant que ça allait convertir davantage aussi pour nos prospects. L'IA générative, on a lancé du coup un POC depuis quelques semaines, nous permet aujourd'hui de traiter 100% des avis pas contents 1, 2, 3 et aussi d'aller répondre aux avis du coup 4 ou 5 qui sont pas forcément hyper positifs pour justement aller chercher plus de feedback et d'aller aussi répondre à des avis hyper positifs, ce qu'on faisait pas, ce qui est quand même très bête parce que ne pas répondre à un client content, c'est en fait un peu la base. Juste lui dire merci, on est content parce qu'en fait c'est notre job. Et ben via l'IA générative, on a réussi à se dégager du temps pour le faire et pour aller chercher du coup un petit peu plus de conversion à venir, on l'espère, sur les avis clients. Donc on a différents use cases qui sont lancés. On a lancé un chatbot pour justement essayer de piloter aussi de manière assez pragmatique et diminuer le nombre d'appels qu'on a sur le service client. On a beaucoup plus d'appels sur le service client que sur la partie prospect. On sait tous que ça coûte quand même un petit peu d'argent, même si on adore nos clients, et qu'en général, il y a plein de questions qui sont quand même assez simples, assez basiques. On a tous des FAQ, on a tous optimisé nos FAQ, on a des FAQ qui peuvent être dynamiques. Et là, on a lancé depuis 2-3 mois un chatbot, et on voit qu'on a quasiment 30% de nos flux clients qui passent via ce chatbot, et que la part d'appels clients sur des questions pré-séjour notamment a baissé. Donc quand on fait le ratio de combien me coûte un appel et combien me coûte le POC, on voit que ça crée de la valeur, et on mesure surtout la satisfaction de nos clients, parce que je pense que pour une marque, on est tous très très inquiets. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur la marque, sur l'attachement à la marque, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui est différenciant avec tous les services, et il n'y a rien de pire qu'un chatbot qui raconte n'importe quoi ou qui ne va pas répondre de manière pertinente. Donc Laurent, on comprend bien que l'IA permet de faire des gains de productivité très importants. Au niveau justement des avis clients, vous parliez du fait que vous pouviez répondre davantage à ceux qui sont mécontents comme à ceux qui sont contents. Donc l'IA vous permet de générer des messages, mais j'imagine qu'il y a une relecture quand même par l'humain avant l'envoi. Oui, il y a une relecture par l'humain. On valide chaque réponse qui est faite parce que le français est hyper sarcastique. Et pour l'instant, je pense qu'il faut encore un peu progresser sur la compréhension. Ça va venir, hein. Mais en fait, il y a certains avis où c'est compliqué de répondre. Et des fois, en effet, il peut répondre n'importe quoi parce que l'avis était clairement ironique. Et on peut se retrouver du coup à dire « Ah, c'est génial, on est hyper content de votre avis », alors que le truc est clairement... et ça, donc l'humain a encore sa place, c'est la bonne nouvelle du jour quand même. Vu qu'après, on met ça sur le site, c'est juste un bon moyen de paraître ridicule. Donc en effet, c'est validé par nos équipes avant du coup de publier ça et de montrer ça. Et malgré cette validation humaine, il y a un gain de productivité. Oui. Avant, on traite quasiment 2 fois plus d'avis maintenant. Donc, très bien. C'est vraiment, on va continuer avec Charles-Édouard sur l'IA. Qu'est-ce que vous faites? On va parler d'hallucination aussi assez rapidement, mais d'abord, qu'est-ce que vous faites? Je parle d'hallucination pour commencer. Bonjour, donc je suis Charles-Édouard, je suis cofondateur de Home Exchange. Pour ceux qui ne connaissent pas Home Exchange, je fais comme toi, je fais une petite présentation en 2 mots. Mais voilà. Donc on fait de l'échange de maisons, on est le leader mondial de l'échange de maisons, et on fait, on va dire, combien d'échanges? Je vais dire, allez, en nuitées, pour vous dire, on va faire 5-6 millions de nuitées dans 145 pays dans le monde. Voilà. Sur l'IA, pour donner, c'est assez marrant parce que moi je suis assez... Aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement convaincu. On a les mêmes tests que vous. Alors, je parle sur l'IA générative parce que l'IA, on faisait du machine learning avant, un peu comme tout le monde. On essayait de mieux cibler, etc. Tous ces outils-là sont quand même
la révolution, elle vient de l'IA générative, pas la capacité à générer un texte qui est censé être bon. Voilà, donc on a commencé par faire tester à tout le monde, on a acheté à tout le monde plein d'abonnements de ChatGPT. Bon, alors on le partageait un peu quand même, hein, mais on a acheté des abonnements pour essayer de le faire utiliser. Et avec les deux objectifs, c'est un peu de productivité et voir comment ça pouvait être fait. Donc les exemples concrets, c'est évidemment tous les gens du service client utilisaient ChatGPT pour répondre à leur... Donc demander la réponse, etc. Donc maintenant, ça a plutôt bien marché, même si on n'a pas aujourd'hui la preuve. On utilise un logiciel qui s'appelle Zendesk, et quand on a séparé l'équipe en deux pour voir qui utilisait et qui ne l'utilisait pas, et pour voir s'il y avait une différence. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'arrive pas à avoir une plus grande rapidité, c'est même un petit peu l'inverse. Bon, c'est un peu normal parce qu'ils l'utilisent, et on n'arrive pas à avoir des meilleurs taux de satisfaction. Donc, est-ce que ça accélère? Ça n'a pas l'air. En tout cas, la rapidité de réponse n'est pas meilleure. Peut-être qu'ils en font plus, mais même ça, on ne le voit pas. Donc, c'est mon premier truc. On l'a fait sur du marketing. On a généré, par exemple, du contenu sur du SEO pour avoir des pages. Franchement, aujourd'hui, le contenu, tout ce qu'on a eu, il n'est pas de super qualité. On est obligé de passer quand même du temps pour le faire. On a fait ça sur des images, sur des campagnes de pub, pour voir si on pouvait avoir des images, parce que je pense peut-être comme beaucoup d'entre vous, on essaye de faire de la pub et les images sont très importantes pour voir. Franchement, à chaque fois qu'on a généré une image, des fois on était un peu sceptique, on l'a mise, on avait des moins bons taux de clics, de tout ce que vous voulez dessus. Voilà. Et il y a peut-être qu'en dev où sur une partie, alors là c'est comme on n'arrivait pas à avoir d'indicateurs réels de rapidité de développement ou de choses comme ça, on leur a demandé un peu, c'était un sentiment qu'ils avaient, c'est-à-dire avant et après pour voir ceux qui l'utilisaient, est-ce qu'ils avaient l'impression d'aller plus rapidement avec un... Et là on a eu quelque chose d'un peu marquant, je sais plus, il y en a, je sais plus le chiffre exact, mais 66% des gens ont dit qu'ils avaient l'impression d'aller plus rapidement. Donc sur cette partie-là, on a inclus maintenant, ils utilisent deux, je ne sais plus ce que c'est, ça doit être Copilot et un autre dont je ne me souviens jamais du nom. Je pourrais le retrouver. Voilà. Et sur la partie client, service client, on a fait deux choses. C'est qu'on a rajouté un chatbot et avec moi j'attends d'avoir vos taux de satisfaction qui est depuis une semaine. Sachant que nos clients nous demandent on est très humain dans l'échange, il y a beaucoup d'échanges, donc on a un petit peu peur et on va voir ce que ça donne en termes de résultats. On a fait 2-3 tests nous-mêmes il n'y a pas très longtemps quand c'est sorti. On pensait que tout marchait bien. Et il raconte un peu n'importe quoi. Mais c'est notre faute parce qu'il retrouve des anciens articles. Il est entraîné sur les anciennes réponses qu'on a faites et il part trop loin dans les réponses. Donc quand on a modifié par exemple notre traitement d'une annulation, il va chercher les annulations qui datent de toute Zendesk sur la totalité des réponses qu'on a fait dans le passé. Il fait un mix entre tout. Et des fois ça raconte. Donc voilà. Et on arrive aux hallucinations très rapidement. Finalement. Voilà, et là, pour l'instant c'est ça. Et deuxième truc, c'est qu'aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle Clark qui permet aussi dans Zendesk de définir la réponse. Donc la réponse est préparée. Et on a lancé le test il y a une semaine pour voir, pareil, si on allait avoir des meilleurs taux, etc. Donc vous êtes quand même très partagé, sauf peut-être pour les développeurs. Ouais, en tout cas, je trouve que sur la partie générative, je parle bien. Aujourd'hui, en productivité, nous, on ne l'a pas démontré, mais ensuite, voilà, on n'est qu'une start-up, donc on fait beaucoup moins de choses qu'Accor, on a beaucoup moins de budget, mais on n'a pas démontré le rendu réel et la productivité réelle. Le seul endroit où, en toute transparence, ça marche, c'est sur les images, où on arrive à détecter, parce qu'on a une partie qui est... on fait aussi un truc qui s'appelle collection, Make Change Collection, avec des très belles maisons, et on a besoin de les détecter. Et ça, avec les nouveaux IA génératifs sur les images, il arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas bien à faire avant, c'est-à-dire que la qualité du rendu est meilleure. Voilà. Donc ça, à voir, parce que pareil, c'est assez récent, voir si sur la durée, ça va le faire. D'accord, merci. On va passer maintenant à Aja, donc à Worldlia. Bonjour. Alors, ça se prononce Aya. Aya, pardon. Aya. Je suis slovène, mais la boîte est bien française. Elle existe depuis 11 ans. Peut-être aussi 2 mots sur qui on est. En fait, on est un tour opérateur connecté et on a 3 piliers principaux. Donc, le premier, c'est vraiment la plateforme technologique qu'on offre aux agences de voyage, sur lesquelles on a connecté 1 million de produits et ça nous donne la possibilité d'avoir des prix et des disponibilités en temps réel.
Le deuxième pilier, c'est le contenu. Donc, on a une équipe de production qui va après faire la curation sur ce million de produits et proposer des coups de cœur de produits comme hôtels, activités et autres. Et on couvre 80 destinations aujourd'hui. Et le troisième pilier, c'est le service. Donc, on est un tour opérateur avec toutes les responsabilités, mais on accompagne les agences aussi tous les jours dans leur création de voyage. Et même un client final, il peut nous appeler 7 jours sur 7, un dimanche à minuit, s'il a un pépin sur place. Donc, voilà, ça, c'est qui on est. Et on vient d'être réélu French Tech 120 la semaine dernière. On en est très content. C'est un peu notre ADN. On essaye tout le temps d'innover, de tester des nouvelles choses. Et l'intelligence artificielle va un peu dans ce sens-là. Ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on essaye d'appliquer différents use cases, certains moins successful que les autres. Je suis d'accord avec vous. Nous, on a axé ça sur une partie, c'est vraiment sur le customer experience. Donc, on aimerait bien améliorer la relation, enfin tout ce qui touche à l'agent et aussi au client final. Donc là, on a développé un bot qui permet de se connecter sur tous nos produits et proposer en un clic des devis super personnalisés, juste en échangeant en 3-4 phrases avec un chat. Donc c'est quelque chose qui est en test bêta depuis plusieurs mois dans nos différents réseaux. Et de l'autre côté, c'est plutôt pareil, je pense comme pour tous les autres, c'est chercher une excellence opérationnelle. Et là, on a fait beaucoup de use cases autour de marketing aussi, donc comment créer du contenu vidéo, comment créer du contenu, même description d'hôtels. On a des milliers d'hôtels, un coup de cœur, donc maintenant on est capable en quelques secondes de générer du contenu en 5 langues. Bien sûr, il y a toujours un check humain derrière et parfois, on promet une piscine là où il n'y en a pas, donc on essaie bien sûr d'améliorer ça. Mais il y a certains use cases qui ont déjà démontré que ça fonctionne. En tout cas, je pense à 2 précisément sur l'écoute client. Donc aujourd'hui, on est capable d'analyser 10 000 calls par mois. Donc analyser, traduire et retranscrire et sortir des meilleurs insights et pain points des agents donc tout le temps. Donc on est vraiment focus amélioration de l'expérience client grâce à ça. Et un deuxième use case, c'est les automatisations des tâches dans le back. Donc ça, on a par exemple des équipes aujourd'hui qui cochent et décochent certaines choses dans le back-office. Donc ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée en soi. Donc parfois, on l'externalise, on donne aux freelances. Mais maintenant, avec ces automatisations, en quelques clics, on peut traiter des milliers de produits sans se soucier de qualité parce que là, en fait, il n'y avait aucune erreur remarquée. Et on a fait gagner des heures et des heures de travail au content et du coup, parce qu'on ne le externalise plus. Aya, merci pour cette présentation. Là, effectivement, vous avez lancé un outil à l'attention des agences de voyage pour les aider à monter un voyage sur mesure. On va pouvoir regarder une petite démonstration. Donc, si je comprends bien, c'est moi qui a la main. Oui. Alors, on l'a exprès laissé en mode live. Donc, vous allez voir, il y a un petit peu d'attente pour que vous puissiez voir combien de temps exactement il faut pour créer un devis. Mais en gros, ça se mesure en quelques secondes, voire minutes. Je ne sais pas si... Tout seul. Donc, je te laisse commenter, Aya. Il y a un chat, et donc ça c'est l'agent qui communique avec notre chat, qui est sur la plateforme, et il parle de ce qu'aiment ses clients. Et ces questions-là peuvent aller vraiment dans une surpersonnalisation. Ils peuvent dire qu'ils aiment un type d'hôtel ou un type d'activité, et donc ça va aller plonger dans nos millions de produits pour lui proposer en quelques clics un devis, carrément un devis déjà structuré étape par étape, avec des hôtels, des activités, avec des transferts, des vols. Donc vraiment tout complet, voyage complet, réservable en un clic. C'est clair que sur l'expérience client pour un agent, c'est super utile parce que même s'il ne connaît pas la destination, en quelques clics, il crée un devis qui est très pertinent, cohérent et digne d'un expert. Donc voilà, ça c'est vraiment un avantage. Oui, voilà. Donc ça, c'est vrai que parfois ça prend encore quelques secondes, mais là vous voyez, c'est déjà fait et ça crée un devis directement. Je ne sais pas s'il y a des agences de voyage dans la salle qui sont habituées à voir ça, mais là, le devis est prêt avec toutes les activités, tous les composants de voyage. Vous voyez qu'il est complexe et prêt à réserver. Très bien, belle démonstration. Quel est le taux d'adoption? Est-ce que les agences de voyage le prennent vraiment en main ou est-ce vraiment difficile de les faire changer dans leur méthode de travail?
Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore déployé sur tous les réseaux. On a quelques réseaux tests actuellement en phase bêta et on a des idées d'amélioration du chat aussi. Mais ceux qui ont pu le tester, ils nous ont vraiment fait des retours sur l'amélioration de la phase inspirationnelle. Donc, ça leur a donné vraiment beaucoup d'idées pour enrichir le voyage. C'est vrai qu'il y a une partie évangélisation encore à faire. J'ai l'impression que chaque chose nouvelle fait parfois un petit peu peur parce qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Mais chez nous, on voit ça comme une opportunité et on a vraiment, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses à créer un devis en 7 jours alors qu'on est capable en quelques clics de créer quelque chose de très qualitatif. Donc c'est déjà un credo qu'on a chez nous depuis des années, mais l'intelligence artificielle nous permet d'aller encore plus vite là-dessus, donc on sera encore plus rapide et encore plus personnalisé. D'accord, alors Angélique a abordé le sujet, la première, comment éviter les réponses approximatives, partielles, basées sur des données obsolètes, comme le disait Charles-Édouard. Comment peut-on limiter les hallucinations qui peuvent justement décevoir le client et laisser un souvenir assez amer d'une machine qui finalement ne connaît pas le client? La question est pour moi. Alors évidemment, l'humain. Un des moyens en fait, c'est de contrôler en fait ce que va répondre la machine. Moi, ce que je disais, c'était qu'on est encore en phase exploratoire et c'est vraiment pour nous des freins qui nous bloquent en fait pour le mettre directement au contact du client. Donc aujourd'hui, en fait, on se pose pas mal de questions et on n'a pas encore complètement la réponse. En tout cas, je serais curieuse de voir ce que fait mon confrère, mais en tout cas, c'est vraiment des sujets qui nous freinent, mais qui à la fois nous empêchent pas d'avancer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moyens. Évidemment, il suffit que la base de données soit nettoyée. Évidemment, il suffit que le champ des possibles soit limité. Il y a plein d'options en fait à mettre en place et des garde-fous à mettre opérationnellement. Mais ça ne suffit pas. Et surtout dans le voyage, dans la mobilité, il y a tellement de combinaisons possibles, tellement de tarifs possibles que ce n'est pas si simple que ça, en tout cas concernant nos métiers. Mais c'est vrai que si on regarde l'exemple d'Air France, parce qu'hier il y a eu une conférence de presse sur l'IA, on voit que finalement, il y a quelques années, la compagnie aérienne a lancé des chatbots auprès du grand public. Et aujourd'hui, tout ce qu'elle lance, c'est vraiment pour ses salariés, de manière à justement pouvoir ensuite maîtriser. Et nous, ce qu'on regarde en interne, c'est qu'il y a un cas, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Air Canada, en fait, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse, où le client a posé la question au chatbot. Le chatbot a donné la mauvaise réponse, il voulait juste échanger son vol d'avion. Et en fait, du coup, le client pensait qu'il pouvait changer son vol d'avion, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, il s'avère que après, il a attaqué l'entreprise. Et évidemment, il a gagné, puisqu'en fait, c'est l'entreprise qui est responsable de la réponse du chatbot. Lui, le client, il n'y peut rien. Donc, en fait, nous, on a vraiment pris en considération ces éléments-là pour s'assurer que quand on donne une réponse au client, elle soit la plus juste possible. Alix, juste peut-être pour... oui. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans l'IA générative, c'est que si vous voulez, on veut limiter la qualité des réponses en limitant la taille. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir beaucoup de données et que ça soit la machine qui le fasse. Donc, si on commence à dire ça, je le supprime, ça, je le supprime, et qu'à la fin, on n'a plus que la FAQ ou je sais pas quoi pour aller prendre, ça n'a aucun intérêt. Vous prenez n'importe quel chatbot qui date de 10 ans, il le faisait aussi bien, il y avait une arborescence. Et en fait, le risque, c'est juste qu'il faut, nous, aujourd'hui, ça nous prend énormément de temps pour toutes les réponses, vérifier qu'elles correspondent à quelque chose. Bien et on sûr. voit, c'est là où on dit bien hallucination, c'est que ça on ne sait pas l'expliquer pourquoi il va prendre plus cette partie-là que celle-là, etc. Et si vous enlevez toutes les données, ça ne sert plus à rien, quoi. Ouais. Et c'est ça, je trouve, la Alix, quel est votre difficulté. point de vue? Quelles sont les limites, les freins pour l'instant au déploiement de l'IA? C'est quoi les problèmes? Déjà, j'ai les mêmes que mes collègues. Hein. On n'est pas non plus magicien chez Accor, mais c'est intéressant parce que c'est un problème, mais c'est en même temps une opportunité. Alors peut-être ça vient de mon background. Moi, j'ai fait 8 ans d'Amazon avant Accor. Et pareil, dans une boîte tech comme Amazon, les algorithmes, ils n'étaient pas parfaits. En fait, il y avait pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas. Mais il y a cette approche de dire, on commence, c'est à 80% correct. Et puis, en fait, l'algorithme, il faut le laisser apprendre aussi et devenir meilleur. Et si on le bloque en permanence, il n'apprendra jamais. Et puis le 80%, Il faut qu'il s'entraîne. s'entraîne. Mais en B2C, ce n'est pas trop dangereux, entre guillemets. Vous allez sur le chatbot d'Amazon, sur leur site ou sur leur app aujourd'hui, il y a des fois, ça vous sort encore des trucs un petit peu bizarres. Hein, et pourtant, c'est un géant de la tech. Donc, je pense qu'il faut, bien sûr, alors avoir des propos racistes, ce genre de choses,
inacceptable et c'est là où vraiment on passe des frontières. Mais je pense qu'il faut vivre quand même avec cette idée que le système va faire des erreurs. Et après, c'est où est-ce qu'on met le curseur de l'erreur suivant le use case. Des use cases qui ne sont pas du tout exposés à l'externe, je pense qu'on peut y aller beaucoup plus. Des use cases très exposés, peut-être comme le changement de billet, là, c'est là où on va prendre moins de risques. Mais c'est vraiment comme ça qu'on essaye de l'approcher. Et j'insiste vraiment sur le besoin de laisser la machine apprendre. Une autre anecdote que je raconte souvent, qui fait sourire, et je ne vous recommande pas de faire ça chez vous, mais je vous le dis quand même, dans les années où une boîte comme Amazon a automatisé avec de l'intelligence artificielle, je vais vous dire comment ça se passait. Ils staffaient des armées de data scientists, par exemple, disant on veut automatiser le prix. Arrêtez de mettre des fichiers Excel, etc. C'est la machine qui va le faire. Ils mettaient des data scientists pendant 6 mois qui devaient faire l'algorithme. 6 mois après, plus personne n'avait accès au système. C'est ce qu'ils appelaient hands off the wheel. On laisse le système faire, il va y avoir de la casse, mais on ne vous donne plus accès au système. Et c'est en spotant toutes ces erreurs, votre rôle est de remonter les erreurs que vous voyez pour qu'on puisse rendre le système meilleur. Et je peux vous dire qu'il y avait eu beaucoup de casses à l'époque. Mais c'est aussi comme ça qu'on drive le changement, l'adoption, etc. Donc encore une fois, chacun prend son niveau de risque, mais je pense que c'est important. Après, dans les autres limites, moi, que je vois surtout, c'est le GenAI, il marche parce qu'il y a de la donnée fraîche, de qualité, en grosse volumétrie. Et c'est comment on va la chercher et comment on l'améliore, cette donnée. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est nous, bien. Alors, justement, ouais. on passe sur le sujet de la data. Effectivement, c'est un sujet très important. Quelles données sont attaquées par l'outil d'IA? Donc, comment vous faites pour contrôler cette data? Alors, nous, notre gros challenge, et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est qu'on est sur un modèle de franchisé. Donc, beaucoup de la donnée, elle est chez nos franchisés qui ont parfois leur propre système. Et donc, comment on la collecte, comment on la structure, etc. Donc, je sais que de notre côté, on a des gros chantiers technologiques déjà pour harmoniser toute la technologie de nos franchisés, les process opérationnels, parce que ce n'est pas juste le système qui fait le job, c'est comment les gens utilisent ce système, rentrent la donnée. On a structuré une grosse practice autour de la data gouvernance. Alors, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de données, mais c'est se dire, du coup, quelle typologie de données est importante, et sur cette donnée-là, vraiment structurer le end-to-end, de l'hôtel jusqu'à nos systèmes pour pouvoir le réutiliser. Et ça, c'est vraiment un travail de fond et sur lequel le GenAI peut aider aussi, parce que la donnée étant imparfaite, le GenAI parfois peut compléter la donnée manquante pour avoir un set de données plus important. Oui, je pense que Laurent aura aussi un retour d'expérience intéressant à la matière, puisque Maeva, c'est également une marketplace, donc vous ne maîtrisez pas toute la donnée. Comment vous faites? En fait, si, c'est un peu plus simple, en fait, nous, parce que nous, au final, au Maeva, on a 10 ans. Donc, on a un stack techno assez récent, assez jeune. On a tout mis dans Google Cloud. Et on en a fait une marketplace, du coup, où on va proposer 50 000 hébergements sur notre site. Donc, on va aspirer, en effet, plein de produits. On est connecté à tous les passerelles du marché, à plus de 1000 agences immobilières, 1000 résidences, 1000 campings. Donc, en effet, on a des enjeux de structuration de cette donnée en termes de contenu, en termes de prix, en termes de combinaison, parce que on travaille de plus en plus sur la flexibilité. C'est vrai que là, on parle beaucoup de générative AI, mais côté attente client, nous, on bosse beaucoup pour proposer plein de dates de départ à nos clients, parce qu'on voit des vrais swings de comportement, une nuitée en moins, parce que ça coûte moins cher. Pardon, je divague un petit peu. Donc, on a un vrai travail en fait d'absorption de cette donnée. On fait tourner en effet nos algos pour nettoyer tout ça et du coup on a la chance d'être maître de tout ça. Et ensuite on a toute notre stack techno qui est développé par nos développeurs maison. On a mis dans notre data lake du coup historique les informations de stock, de prix, évidemment les ventes, la partie trafic avec la partie Google Analytics, la partie des avis clients. On a vraiment tout mis dedans et on a la chance du coup de ne pas avoir ces problématiques de recroisement, de clés clients, etc. Et on arrive du coup à pas mal travailler sur la donnée first party en forçant un maximum les clients à se loguer en cours de parcours pour les identifier. En effet, la data, notre métier, c'est clé. On a beaucoup parlé de personnalisation, mais si on n'a pas cette donnée-là clean, exploitable pour créer ces clusters, l'IA génératif, ça va quand même rester un petit peu un gadget parce qu'il y a plein de choses, je pense, à mettre en place avant qui vont être plus efficaces en termes de business, en termes d'algorithmie, que faire de génératif, que faire de l'IA générative. Mais moi, je suis assez convaincu que tu as quelques doutes, Charles-Édouard, que l'IA, c'est un peu comme le chiffre du mobile. Le mobile, dans le travel, on a tous dit il y a 10 ans, mais non, mais c'est bon.
personne ne les réservera jamais sur mobile, ça sert à rien. On va pas faire de trucs, on va pas trop investir là-dessus. Bon, Google avait dit que ce serait aussi la voie, ça n'a pas trop marché. Mais là, peut-être qu'avec justement les évolutions derrière des évolutions de ChatGPT, ça va bouger. Mais moi, je suis assez convaincu en effet qu'il y a plein de choses à faire. C'est compliqué de savoir en effet, est-ce qu'on développe maison, est-ce qu'on va chercher un partenaire déjà établi, est-ce qu'on prend une start-up. Donc ça crée plein de complexité du coup au quotidien. Mais du coup, ça doit normalement nous aider à faire un travail plus efficace et plus fun. Très bien, Laurent. On va continuer avec Aya sur la data. On a vu que vous pouvez finalement créer un voyage sur mesure de manière automatisée. Les réponses sont toujours satisfaisantes. Comment vous faites pour faire en sorte que le contenu soit vraiment conforme? Parce que là, derrière, il y a un contrat à signer. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une différence entre le contrat et la prestation. Alors pour ce use case, l'avantage c'est que nous avons branché la solution sur notre corpus qu'on maîtrise. Donc c'est non 1 million de produits certes, mais c'est les produits sur lesquels on sait comment ils fonctionnent, ils sont connectés par les API, on les a bien programmés, donc c'est une base qui est sécure, donc la data elle est sécure là-dessus. Et même la cohérence, le check cohérence, c'est quelque chose qu'on a implémenté dans notre plateforme nativement, donc ça influence aussi quand ce chat propose un devis, en fait, il y a la cohérence et il y a la bonne data. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Mais sur d'autres use cases où en fait, on sort d'un corpus maîtrisé, comme par exemple la création du contenu, où on peut aller la chercher sur différentes plateformes, là, c'est plus compliqué. Donc on a du mal encore à garder la cohérence du contenu et il faut les check absolument. Oui. On voit bien qu'on est encore dans une phase exploratoire avec beaucoup d'opportunités, avec également peut-être des menaces, des freins, des réserves. Je vais revenir au point de Charles-Édouard sur le fait qu'on peut quand même douter de l'avantage, des gains de productivité engendrés. Ce que je trouvais intéressant chez Home Exchange, c'est que vous avez souvent finalement deux équipes, une équipe qui utilise l'IA et une qui ne l'utilise pas. Est-ce que d'autres marques sont dans la même démarche pour justement voir si ça marche mieux avec l'IA ou sans l'IA parmi les autres personnes qui participent à cette table ronde? Un peu pareil, en fait. Ça reste quelque chose de coûteux. On n'en a pas parlé du coup, mais je pense qu'on a tous un enjeu de dire on fait des POC et après lesquels on scale, lesquels on ne scale pas. Et donc, je pense qu'on fait tous des A/B tests, une équipe qui teste, une équipe qui ne teste pas pour vérifier qu'il y a une valeur derrière et que ça justifie le coût associé. Enfin, je parle sous contrôle de mes collègues, mais... Alors nous, en tout cas, oui, évidemment, à chaque fois, on se pose des questions. Alors, en fait, nous, on ne le prend pas sur IA, pas IA. Déjà, c'est quoi le use case et quel problème on veut résoudre. On le prend toujours en use case. Et à partir de là, on regarde si le moyen de l'IA permet d'améliorer ou pas les gestes qui peuvent être métiers ou du ciblage, ou d'autres use cases. Et effectivement, nous, on est toujours en incrémentalité à ce que ça apporte de la valeur, soit pour en interne, soit pour le client. Est-ce que ça améliore la satisfaction client? Et en fonction des KPI qu'on a mis, on met ou pas en place en productivité les use cases. Donc oui, la réponse est oui. Parfait. Chez Maëva? Oui, c'est la même chose. On est une marketplace, nous, donc on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc on doit être rentable. Donc non, en face de chaque coût, en effet, le but du jeu, c'est de montrer soit une économie pour la satisfaction. Donc si on n'arrive pas à montrer que ça marche, ça n'a pas de sens, donc on arrête. Parce qu'en effet, la question peut se poser, se dire... je prends X stagiaires pour faire des choses, ça va peut-être me coûter moins cher que d'investir 50K dans un POC avec des frais de setup, avec les devs de l'IT, etc. Et j'ai peut-être d'autres projets à faire. Donc c'est ces arbitrages-là, des fois, qui peuvent être compliqués à faire. Mais en effet, nous, on se dit chez Maëva que forcément, ça va nous permettre d'industrialiser des choses, ça va nous permettre d'apprendre pour celui d'après. Et que sur le ça doit nous permettre quand même de faire plus avec Staffizo. Normalement, on réalise des gains de productivité. Jacques, combien a coûté votre outil?
Ça, c'est Toujours. une information bien confidentielle. Mais pour répondre peut-être à la question d'avant, chez nous, il y a aussi en interne des équipes qui sont un peu early adapters et font différents tests par eux-mêmes, et d'autres qui n'ont même pas encore commencé. Donc, il y en a qui n'ont jamais ouvert le ChatGPT, même si on est une French Tech 120, ça arrive. Mais par contre, on a un challenge aussi identifié qu'on n'a pas encore abordé, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est trouver les bons talents, parce que ça va extrêmement vite. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir être réactif, il faut savoir trouver des métiers qui n'existent pas encore ou sont à devenir. Il faut avoir des bons prompt engineers, il faut connaître les personnes qui sauront implémenter les nouvelles technologies dans le système, écosystème existant. Donc ça, c'est des vrais challenges à trouver, à former et maintenir, garder chez soi les bonnes personnes. Donc je pense que oui, nous, on le sent déjà, mais il n'y a pas beaucoup de personnes sur le marché et qui ont en plus des expertises dans le travel. Donc c'est un vrai challenge pour nous. Il faut trouver les talents en interne ou en externe. Donc, ça nous permet de glisser sur le sujet de l'open innovation et des collaborations avec les startups. Aya, puisque vous avez la parole, comment travaillez-vous avec l'écosystème des startups? Vous êtes une scale-up maintenant plus qu'une startup, donc peut-être que justement vous tendez la main à de petites pépites. Oui, c'est vrai que le passage à Scale-Up est assez récent. Par exemple, moi, j'ai rejoint l'équipe il y a 4 ans. J'étais la 58e personne. Aujourd'hui, on est 220. Donc, c'est allé très vite. Donc, effectivement, on a gardé les réflexes et on échange beaucoup encore avec les startups. Typiquement, pour l'intelligence artificielle, certaines choses, on a déployé nous-mêmes, mais d'autres, on s'était dit, on peut s'appuyer sur les réalités existantes pour justement aller plus vite et apprendre des autres. Donc, là, je vous ai mentionné, par exemple, l'outil qui permet d'analyser 10 000 appels par mois et les transcrire et sortir des insights. Ça, c'était une petite start-up que j'ai trouvée aux États-Unis. Ils étaient 3 quand on s'est lancé à travailler ensemble. Et aujourd'hui, grâce à nos feedbacks aussi, eux, ils se sont améliorés. Ils ont agrandi leurs équipes. Aujourd'hui, ils sont 30. Donc, ce n'est pas que, bien sûr, grâce à nous, mais justement grâce à des sociétés qui donnent la possibilité aux startups à se développer, à leur donner des feedbacks réguliers, qu'en fait, on pourrait soutenir cette effervescence sur l'intelligence artificielle. Donc nous, je pense qu'on a travaillé à peu près avec une dizaine de startups sur les sujets AI. Très bien. Alix, avec quelle startup travaillez-vous et sur quel sujet? Ouais, alors, on travaille avec pas mal de startups. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait All the Way un peu plus tard dans la journée, qui est une startup avec laquelle on travaille en grande proximité. Même si vous êtes actionnaire, je crois. On est effectivement actionnaire. Mais c'est venu après, parce qu'on travaillait avec eux. Comme on travaillait avec eux, on a pris des parts à terme parce que ça marchait bien. Ça s'est fait dans ce sens-là. On en a d'autres où ça a été l'inverse. Je disais, pour le coup, c'est peut-être un peu plus compliqué pour des grands groupes comme nous. Et on a pas mal pivoté notre stratégie. Je pense qu'avant le Covid, on avait plein de POC avec plein de startups de part et d'autre. Et depuis la fin du Covid, on travaille, je dirais, avec moins, mais plus en profondeur. La raison étant qu'on a beaucoup de mal à scaler. On a beaucoup de pays, beaucoup de complexité, et souvent, on peine à trouver des startups qui arrivent à gérer cette complexité. Donc, on fait le POC, puis après, quand on veut vraiment le faire à échelle, là, on a beaucoup plus de mal à suivre. Donc, on continue de travailler avec des startups, mais on est hyper sélectif sur cette dimension-là. Sur l'IA notamment, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font, mais sur le Gen AI, il y en a qui sont très franco-françaises, donc ils vont être super bonnes sur le français, mais sur l'anglais, ça va avoir beaucoup plus de mal à suivre. Au contraire, très bonnes sur l'anglais et beaucoup moins sur les autres langues, etc. Donc c'est un enjeu. Après, on fait autre chose d'intéressant, je pense, c'est qu'on essaye de faire émerger des startups en interne qu'on carve out. Je donne un exemple. En fait, on a un programme d'intrapreneuriat dans nos équipes. Et donc, on a par exemple une entreprise maintenant qui s'appelle Fullsoon. Vous l'avez peut-être vu, ils ont gagné pas mal de prix. Qui est en fait une entité qui a été créée dans mes équipes de data science. Donc, c'est mes data scientists qui ont créé un algorithme qui vise à aider les restaurants à réduire leur gâchis alimentaire. Donc, avec de l'IA, on peut prédire plus précisément ce que les clients vont commander. Produire un menu qui va être adapté à la saisonnalité, aux attentes des clients, etc. Donc on revoit le menu, on revoit automatiquement avec de l'IA les commandes
quels ingrédients ils doivent commander, en quelle quantité, etc. Et ça leur permet de faire des réductions de gâchis alimentaires assez significatives. On part à peu près de 400 kilos de gâchis alimentaires réduits par restaurant en moyenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est à peu près 30% du gâchis alimentaire moyen d'un restaurant. Donc c'est très très significatif. Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui a été créé dans mes équipes. Et ça marchait tellement bien qu'on s'est dit, on va en faire une start-up. On le carve out, on les aide à lever des fonds. Donc là encore, on est actionnaire puisqu'on les a aidés à lever des fonds, mais on a fait aussi rentrer d'autres gens dans le capital. Et on ouvre ça aujourd'hui à d'autres. D'ailleurs, Fullsoon, c'est une entreprise dont la majorité des clients aujourd'hui ne sont pas le groupe Accor. On est clients, bien sûr, mais on n'est pas les seuls. Donc on essaye aussi de le faire dans ce sens-là, pas que dans le sens où les gens viennent à nous. Voilà. Mais comme Accor, il y a beaucoup de grandes entreprises qui, avant la pandémie, ont accompagné plusieurs startups, avaient aussi un budget et des équipes pour accompagner l'innovation, et qui, du coup, ont tout arrêté ou presque pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, on voit que les grands groupes sont nettement plus sélectifs et accompagnent moins les startups en général. En tout cas, de manière plus ciblée, de manière plus tactique. Alors, si je parle pour le groupe Accor, je mets de côté la période du Covid où quand on perd 90% de son business, de toute façon, comme tout le monde, je pense qu'on comptait les sous et qu'on était là pour passer le moment de creux. Mais si je fais la comparaison entre pré-Covid et post-Covid, on n'investit pas moins dans les startups en termes d'euros investis. Par contre, c'est sûr que c'est ciblé vers peut-être moins de startups où on va beaucoup plus en profondeur dans la relation. Plus ciblé. Voilà. Alors, chez SNCF Connect, il y a maintenant quelques années, il y avait un accélérateur qui accompagnait plusieurs jeunes pousses. Aujourd'hui, c'est pareil, vous avez changé votre approche. Oui. Alors, oui, on a changé notre approche. Alors, sur les startups, on continue de travailler avec des startups. Alors maintenant, on a beaucoup de scale-up, c'est assez rigolo. Quand j'ai voulu faire la liste, je me suis dit, ils sont devenus scale-up. Donc, en fait, ça fait plaisir. Et on continue de travailler avec eux. Et plutôt sur des problématiques qui nous est propres. C'est du ciblage aussi. Nous, on a décidé de prendre une startup qui fait des ciblages automatiques grâce à l'IA. Sur le consentement aussi, quand RGPD est arrivé, voilà, on a pris une startup, donc vraiment sur nos métiers cœur. Et en fait, on s'est aussi posé beaucoup de questions de comment faire l'innovation. Alors, notre raison d'être, c'est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Et donc, dans le mot innover, il faut bien que l'innovation, elle soit portée par toutes les personnes de l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit réservé qu'à une entité. Et donc, en fait, on a tout un programme autour de l'innovation. Donc, on a un Labino. Donc, ça, on va dire, c'est très pour faire émerger des projets. On fait des hackathons. Alors, je pense que vous aussi, vous en faites tous, mais on fait des forums de l'innovation. Nous, ce qu'on a vraiment envie, c'est que chacun innove et puisse avoir des initiatives autour de l'innovation et que ce soit ancré tous les jours. Donc, on fait ce que j'appelle la co-innovation, que ce soit avec nos clients ou que ce soit en interne. Si une personne chez moi a envie, en tout cas, on se pose pas mal de questions, nous, parce que vous voyez, sur le pilotage, la façon de présenter les chiffres, c'est pas si simple en fait. Et du coup, aujourd'hui, mes équipes, elles me disent oui, mais moi, j'aimerais faire plus de data vise. Et comment on va faire de la data vise? Et ben aujourd'hui, je dis, tu as un problème, et ben essaye de trouver des solutions. Et on est en train de rencontrer des startups. Donc, on est toujours très pragmatique sur le positionnement, c'est quoi le use case, quel est le problème qu'on doit résoudre. Et après, on s'ouvre tous les champs possibles autour des startups en fait. Donc, du coup, c'est vraiment ancré dans chaque collaborateur. Laurent, au sein de Maeva, comment vous gérez l'innovation? Comment travaillez-vous avec les startups? Ouais, j'ai remonté d'un niveau parce que Maeva, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs. Et on a, alors tout à l'heure, il y a une autre personne du groupe qui viendra parler, qui est transverse sur la partie data, Christophe. Et il y a une vraie cellule innovation qui a été mise au sein du groupe Pierre & Vacances Center Parcs pour que chaque entité échange énormément. Donc en effet, il y a Pierre & Vacances, il y a Center Parcs, il y a Adagio, il y a Maeva. On a chacun des problématiques différentes, des marques différentes, des objectifs différents, mais au final, on a à peu près tous la même problématique. On va avoir des problématiques de service client, des problématiques d'optimisation des parcours. Certains vont avoir des problématiques d'opération et d'opérateurs de marché. Il peut y avoir du coup des restaurants et du gâchis alimentaire à gérer. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc on a un chapeau commun et un comité en effet qui se charge d'aller sourcer un certain nombre de startups sur en effet différentes problématiques qu'on va après se partager. Et de manière générale, il y a souvent une marque qui va... C'est moi en fait. C'est moi qui marche pas avec le micro. Il y a des interférences qui vont nous permettre du coup d'aller se dire telle marque va tester, on va mesurer, on va B-tester, on va voir du coup l'incrément, on déploie ou on déploie pas. Souvent du coup, vu que nous on est une
plus petite structure qu'un Center Parcs, on a nos propres développeurs, c'est souvent nous qui allons commencer par faire des petits POC, des petits tests, parce qu'on a du coup un peu plus d'agilité, et ce qui nous permet du coup de rester à l'affût de différentes innovations. C'est mieux comme ça? J'ai arrêté de parler. Une fois, deux fois. J'aurais appris un truc aujourd'hui. Comment gère-t-on l'innovation au sein de Home Exchange et je sais que vous, en tant qu'entrepreneur, vous investissez aussi pour accompagner de jeunes entrepreneurs. Oui, alors la question est un peu... je ne sais pas quoi répondre. Le réseau Entreprendre. Oui. Non, mais je sais à quoi tu fais référence, Lina, mais non, je pense que juste sur l'innovation, moi perso, pareil, j'ai fait un peu le contre-pied de ça, c'est que je trouve que c'est un des trucs, on a beau être une start-up, scale-up, je ne sais pas, je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles, quel que soit le lieu, et même pour nous. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est toujours un choix entre... et le seul moyen qu'on a trouvé de le résoudre, nous, c'est plutôt dans la façon de manager les gens, c'est-à-dire en mettant quelque chose qui est... nous, on dit entreprise libérée, mais en évitant d'intervenir dans la gestion du quotidien des gens et en utilisant leur budget, qu'ils le dépensent, etc. Et c'est je ne dis pas qu'elle marche tout le temps, mais c'est la meilleure façon qu'on a trouvée pour faire que les gens prennent des initiatives sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas l'impression d'être contrôlés. Voilà, c'est l'absence de contrôle qui, de mon point de vue, fait que les gens vont innover sur des sujets. Mais sinon, on passe notre temps, moi je trouve qu'on n'innove pas du tout assez, on passe notre temps à... Moi je suis... Sur l'histoire de l'AI, par exemple, on a vu qu'il y a eu 2-3 petites poches qui se sont créées d'innovation, mais pas tout le monde s'y est mis. Il y a eu donc en fait, voilà, donc vous essayez de ramener tout le monde tout en respectant ce que vous dites en termes de... On est un management plutôt transversal, on ne veut pas vous forcer, puis vous forcez un petit peu, puis vous dites allez, essayez quand même. Voilà, donc c'est assez galère, je trouve. L'innovation, c'est un des trucs les plus difficiles, et plus je trouve on grossit en taille, et plus ça le devient. Parce que chacun se tient dans son petit truc, n'ose plus trop toucher à ce que fait l'autre, etc. Et puis c'est difficile en fait de rester une entreprise libérée quand on grandit justement. Exactement. Mais voilà, et donc ça sur la partie innovation, donc le seul moyen pour nous c'est la structure générale des ressources humaines et du management qui fait, de mon point de vue, qu'on ça autorise les gens à innover. Voilà. Et sur nous, sur la partie, alors moi je dirais pas que sur la partie start-up, on accompagne des start-up, ça serait un peu présomptueux de dire qu'une start-up accompagne une start-up, mais on serait très heureux de l'accompagner. Mais en tout cas, ouais, humainement, pour nous, c'est hyper important parce qu'on nous a beaucoup aidés. Et je trouve que d'ailleurs, pour toute personne qui... la France est quand même un énorme pays d'accompagnement. Il y a 100 000 aides, 100 000... on voit des grosses entreprises aident beaucoup, l'État aide beaucoup, il y a du financement. Et je trouve qu'on est vraiment un pays magique pour ça, avec énormément... de soutien de tout, donc il faut en profiter. Et nous, on contribue, puisqu'on a énormément été aidés, et pour vous dire, pour monter une place de marché, parce qu'on est aussi une place de marché, dans le B2C en France, dans le C2C en France, en fait, personne ne veut financer. Hein. Je fais une toute petite parenthèse, la première levée de fonds, on a vu, je ne sais plus, 75 fonds, un truc comme ça, ils nous ont tous dit que c'était super, mais jamais un n'a voulu investir. Et heureusement, on a eu un partenaire qui s'appelle la Maïf, qui nous permet aujourd'hui d'être rentable depuis 5 ans et d'avoir des croissances qui sont très importantes. Mais c'est une opportunité, un coup de chance, mais personne ne voulait le faire. Voilà. Et donc, vu qu'eux, ils l'ont fait, on fait la même chose et on accompagne avec mon associé à travers le réseau Entreprendre, à travers des incubateurs. On accompagne des entrepreneurs pour les aider à continuer, voilà, et à avancer et à bénéficier un petit peu de tout ce que nous, on a eu la chance d'avoir grâce au système. Alors donc la France est une belle terre d'innovation. Il y a beaucoup ouais. d'aides, mais néanmoins, on comprend quand même que pour Home Exchange, ça n'a pas été facile. C'est le concept aussi qui est un peu compliqué. Mais, donc dans le mais maintenant, ça va très bien, compliqué. je vous rassure. Maintenant, tout va très bien, mais le début a été très, très, très dur. Je peux juste compléter ton idée de financement. C'est là actuellement, il y a effectivement la BPI par exemple qui finance entre 50 et 80%
des budgets liés à la création de la roadmap de l'intelligence artificielle. Donc si vous avez la possibilité de passer par une agence pour vous aider là-dessus, il y en a plein qui se lancent sur le marché, c'est énorme. Donc vous pouvez vraiment, pour quelques milliers d'euros, avoir une approche stratégique, des idées, des use cases concrets concernant votre business plan. Et je pense qu'effectivement, c'est une richesse que l'État français et différents organismes cofinancent à ce stade-là, parce que ça va diminuer. Ça a déjà un peu diminué en un an, mais, donc il faut aller vite. Mais il y a encore beaucoup d'opportunités. C'est vrai que BPI France a beaucoup accompagné le secteur depuis de nombreuses années. Et il y a énormément d'aides. Parfois, c'est difficile d'avoir une vision complète des aides. C'est ça qui est pas toujours facile en tant que start-up, parce que tout est sur des plateformes différentes. Mais dans la journée, d'ailleurs, on va parler également du programme mis en place par le gouvernement pour accompagner la French Tech. Donc oui, il y a un véritable élan. La France veut se positionner sur l'innovation, et donc c'est une chance pour les entreprises qui innovent. On va poursuivre avec l'UX. Donc individuellement, dans chacune de vos entreprises, que faites-vous en ce moment pour améliorer l'UX? C'est quoi le challenge, Aya? Alors, c'est un vaste sujet. Déjà, on a lancé un département Customer Experience récemment, donc basé aussi sur cette solution dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour vraiment comprendre tous les pain points par rapport à chaque équipe, et ça aide à justement nourrir nos roadmaps et priorisations. Et après, en fait, notre recherche va plutôt par rapport à chaque pilier. Je vous ai parlé de notre pilier technologique, contenu et service. En fait, chaque pilier se prend vraiment tous les jours la question comment on peut faire mieux pour améliorer l'expérience client. Nous, les clients, c'est les agents de voyage. Donc, typiquement, la technologie. En fait, on a lancé une V2 de notre plateforme l'année dernière où on a rajouté beaucoup de nouvelles features, nouveaux services. Il y a justement checks de cohérence. Il y a maintenant des multi-check-out. On peut rajouter des activités très facilement. Donc tout ça, c'est continu en fait. On investit beaucoup, il y a beaucoup de R&D sur la partie tech. Et le contenu, donc là, on innove dans le sens où on rajoute régulièrement les nouvelles destinations, on reshuffle les existantes, donc on ne s'endort pas trop sur les lauriers. Si on a ouvert une destination il y a 1 an et demi ou 2 ans, elle repasse ensuite pour qu'on revoie si c'est toujours d'actualité. Et en service, et ça aussi, on continue, on cherche les meilleures manières de faire, et l'AI nous aide beaucoup là-dessus aussi. Donc tu parlais tout à l'heure de FAQ dynamique, donc ça c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être fait très facilement et peut connecter à la fois les ressources internes mais aussi externes, tout ce qui se passe dans les médias, dans les nouvelles législations, etc. Donc tout peut être connecté. Donc on se pose vraiment la question comment donner aux agences la possibilité de les emparer et tout en limitant les coûts en interne. C'est un peu ça. Charles-Édouard, que fait Home Exchange pour améliorer l'UX? J'ai l'impression je vais répéter la même chose que tu as dit et les autres. Non, mais quoi, peut-être pareil, on fait exactement tout ce que tu as dit, on essaye d'améliorer à tout moment, etc. On a des tests. Voilà, bon. Moi, je trouve que ce qui est... je dirais aujourd'hui, ce qui me dérange un tout petit peu dans la façon dont on voit les évolutions, c'est que souvent elles sont faites, nous en tout cas chez nous, elles sont faites pour l'esthétisme. En fait, on voit qu'il y a un vrai plaisir de nos équipes à faire quelque chose de très beau et moins de faire quelque chose qui est très utile pour nos clients. Donc nous, on a une sorte de lutte interne pour faire que ça soit plutôt ou quelque chose qui est très complet. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos équipes, c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un truc qui est vraiment extrêmement complet. Mais alors, est-ce que c'est complexe? Voilà. Et donc, la lutte sur la partie, je dirais, vraiment UX, pour nous, elle est vraiment là-dessus. Elle est sur arriver à trouver quelque chose qui est simple pour nos clients. En fait, l'échange maison, c'est très complexe. C'est super. Hein, je vous encourage à tous à vous inscrire. Mais c'est vraiment une expérience qui est magique. Mais c'est assez complexe parce qu'il faut contacter la personne. Il faut il y a un contact humain. Il faut lui parler, etc. Il n'a pas, comme un hôtel, toutes les dates valides. Même s'il les a mis de temps en temps, il change d'avis parce qu'entre-temps, voilà. Donc c'est assez complexe. La relation est assez complexe. Et donc, plus on la complexifie en rajoutant des tas de couches, moins ça marche. Et surtout, une des difficultés qu'on a, c'est que nous, les gens qui font ça sont assez jeunes, voilà, et nos clients sont
plutôt des familles. Et il y a un petit écart qui s'est créé, moi je trouve, sur la capacité à comprendre un besoin de quelqu'un qui est différent de vous. Et, voilà. Et donc on lutte énormément sur ça pour arriver. Et alors pour ça, on utilise un peu l'AI, c'est qu'on a une start-up qui analyse tous les comportements de nos clients quand ils sont sur l'appli. Bon, je pense que vous avez ça aussi, ce type d'outil qui vous permet de regarder tout leur parcours. Et il y a une IA qui retranscrit. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir à quel point l'IA transcrit que c'est compliqué, qu'ils n'arrivent pas, ils font 40 clics au truc. Ça, c'est assez marrant. Et malgré ça, ils arrivent à dire non, mais c'est parce que voilà, ça devait être un clic. Voilà, il y a une analyse humaine qui est assez drôle parce que ça ne remet pas en cause la complexité, ça remet plus en cause l'outil qui n'a pas dû comprendre, que l'AI avait mal interprété. Voilà. Bon, mais apparemment, c'est pour le premier échange que c'est vraiment compliqué. Oui, le premier échange est le plus compliqué. Et là, sur l'IA, là où l'IA peut nous aider, c'est sur la partie description de ce qu'est votre maison, etc. C'est vraiment une difficulté pour les gens. Et là, on est en train de mettre en place une gestion des photos, c'est que les photos soient bien mises en place. Donc, pareil avec l'IA, on est en train de mettre en place un petit texte une description de la maison. On leur fait mettre des éléments qui va. Et là, le texte est assez bon. C'est-à-dire si vous mettez que vous avez 3 chambres, un truc, la personne va. L'IA vous propose. On l'a pas mis en ligne encore, mais ça marche. Vous propose une petite description qui n'est pas tout le temps la même. D'ailleurs, c'est assez marrant, selon les endroits, selon les trucs. Et donc ça peut vraiment être utile pour le client. Voilà. Mais par contre, il faut arriver à que ça soit simple, parce que si vous mettez un truc qui marche, mais comment vous l'incluez? Il a peut-être envie d'écrire son texte lui-même. Est-ce que vous lui mettez le texte par défaut? Est-ce que ça va être compliqué de le changer? Est-ce qu'il va comprendre que c'est un texte par défaut, qu'il faut qu'il le personnalise? Voilà. Et tous ces petits sujets, on a ça aussi sur la messagerie. Quand vous parlez à quelqu'un, vous allez lui envoyer un message, il faut mettre un petit peu de vous pour faire de l'échange de maison, donc il faut décrire votre famille. Donc on a fait un petit test où, comme on a la description des gens, mais par défaut, les gens ne les changent pas du tout. Et ils ont l'impression que c'est nous qui leur imposons. Voilà, on a fait un petit test avec des clients. Et, voilà. Et ça, voilà. Et cette complexité d'arriver à inclure des comportements qui sont censés simplifier pour les améliorer, elle est assez dure à mettre en place. Il faut simplifier, mais c'est complexe. Ouais, ça ne simplifie pas vraiment. Mais bon, on va y arriver. Laurent, que faites-vous en matière du UX en ce moment? Plein de choses. C'est le quotidien, c'est clé pour nous. Le trafic, ça coûte très, très cher. Nous, on l'achète beaucoup sur Google et Google a très bien travaillé ses algos pour augmenter le CPC tous les ans. Je ne sais pas s'ils ont mis un truc en plus, 1 plus 15, 1 plus 20. Mais du coup... Il y a en plus la fin du coquetière qui arrive. Oui, mais déjà, on va juste acheter le trafic et le faire venir, au-delà de le mesurer, ça nous coûte cher. Donc forcément, les gens qui rentrent dans le supermarché, on veut qu'ils convertissent. Donc on travaille l'ensemble du parcours, on va travailler les images, c'est les trier dans le bon ordre. On a 50 000 hébergements, donc c'est tout bête, mais si la première photo, c'est des photos des toilettes de l'appartement particulier, c'est pas hyper différenciant. Dans de très rares cas, c'est différenciant, mais en général, c'est pas forcément ce que veut le client. On va évidemment travailler du coup les maquettes. Et mes designers adorent faire une maquette desktop. J'aurais dit, mais arrêtez de me faire une maquette desktop, s'il vous plaît. Ça ne sert strictement à rien. Donc on a les mêmes freins, je pense. Le mobile, c'est quel pourcentage des ventes aujourd'hui? Nous, c'est plus de 70% du trafic et ça convertit. On est presque au niveau du desktop maintenant. Donc il y a eu un vrai shift depuis 2-3 ans. Mais les designers veulent quand même faire une maquette desktop, mettre plein de trucs. Et après, sur mobile, c'est le truc qui est lisible. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut être mobile first. Hein. Ouais, bah moi, 10 ans que je le dis. Et maintenant, j'ai changé avec... Il faut être maintenant IA générative first. Donc, je leur casse les pieds tous les matins avec ça. Bon, le mobile, ça marche pas encore, donc je désespère pas. Mais on travaille vraiment pour répondre aux attentes du client. Donc, évidemment, les parcours, on fait des A/B tests. Pas de sujet, on essaie de mesurer du coup les incréments et puis des fois ça marche pas. Il y a plein de fois on fait des A/B tests, en fait on voit pas la différence, donc c'est hyper frustrant pour les équipes. Mais on essaie vraiment de travailler l'aspect serviciel, d'où la plateforme. Un truc basique, hein, mais le paiement en 4 fois, nous ça cartonne. Si vous l'avez pas sur votre site, allez-y. On le voit que c'est de plus en plus utilisé par les clients depuis 1 an, 2 ans. Il y a un contexte économique qui fait que les attentes des clients globalement, hein, quand vous demandez à Google ce que veut le client, le premier critère, quand même, c'est le prix. Et nous, systématiquement, en fin de mois, on voit que les ventes, ça peut être un peu compliqué. On voit que les CB ne passent pas. Qu'il y a un paquet, plus en plus, hein, c'est ce que vous disiez. C'est de plus en plus. Tous les ans, en fait, on voit que le taux de rejet de CB augmente. Et c'est notamment en fin de mois. Donc là, typiquement, quasiment toutes les fins de mois, on bascule sur un paiement 4 fois gratuit pour aider du coup les clients à convertir davantage. Et c'est un vrai du coup booster de vente. Donc c'est pas une innovation folle, c'est pas de l'IA générative, mais ça permet du coup de rassurer le client. On lui propose d'annuler jusqu'à J-1.
Donc pour ceux qui n'ont pas réservé leurs vacances, s'il ne fait pas beau, réservez chez nous, vous pourrez annuler la veille et choisir une autre destination où la météo est meilleure. C'est nouveau, ça ? On l'a sorti du coup l'année dernière. Mais en effet, c'est J-1 et on vous rembourse du coup, on vous rembourse intégralement. Donc c'est une vraie réassurance pour le client. Et à l'inversement, le prix, c'est quand même un rapport qui était pris, ça reste quand même le premier critère pour beaucoup de clients. Et on a lancé du coup, à contrario, un prix NoFlex qui est du coup moins cher pour le client. En général, c'est 10% de remise par rapport du coup, au prix classique. Où nous, ça nous permet de sécuriser comme le client, de sécuriser les annulations. Et le client, du coup, ça lui permet de partir moins cher. Et c'est quasiment, sur du camping, ça va être 70% des ventes qui sont faites du coup, sur le prix le moins cher. Donc on essaie vraiment de répondre au client qui est inquiet, on va lui proposer la rassurance jusqu'à J-1. Au client qui cherche du prix, on va lui proposer un prix moins cher. Et on va essayer du coup sur toutes les étapes du parcours de travailler et le parcours évidemment, mais la réassurance, que ce soit sur la partie avis client, que ce soit sur des photos, que ce soit sur les modes de paiement, rassurer sur le fait qu'on a un interlocuteur du coup à Paris qui répond parce qu'on a de la machine. J'ai toujours pas compris comment le tenir, mais j'y arriverai peut-être à la fin. Je sais pas quand ça termine. Parce qu'on a un service client du coup qui répond aux questions et qui est du coup hyper important pour nous. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de machine, mais le contact, ça reste hyper rassurant pour le client. Comme il fait très beau en ce moment, n'avez-vous pas trop d'annulations ? Pas trop d'annulations pour l'instant, pas trop de réservations non plus sur les dernières. Ça monte pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Non, mais ici on voit typiquement sur le produit J-1, les annulations, on va les voir beaucoup sur de la basse saison. On va le voir quand même un peu moins sur de l'été parce qu'en général les vacances sont bookées, il y a la famille, on a chargé déjà les voitures, donc c'est un peu moins le taux d'annulation pour l'instant, on le voit pas chuter. L'année dernière, à titre d'exemple, il n'a pas fait non plus un temps de dingue. Moi, je suis breton, donc je vais me permettre de dire qu'il a fait un temps horrible au mois de juillet en Bretagne. On n'avait pas vu de pic d'annulation sur de la haute saison. Sur de la basse saison, clairement, s'il ne fait pas beau, les gens peuvent annuler ou pas réserver. Et inversement, dès qu'il fait beau, ça réserve. Donc, pour l'instant, sur de la haute saison, on ne voit pas d'annulation. Mais ça va peut-être venir. Je dis le sourire, mais... Angélique, sur l'UX, que faites-vous en ce moment ? Alors, sur l'UX, déjà, en fait, on fait un peu comme vous l'avez dit. Nous, on analyse les verbatim clients. Alors, on est gros, donc on a 10 millions de verbatim clients qu'on analyse chaque année. Donc, du coup, pour identifier en fait les irritants clients et puis évidemment y répondre. On a aussi toujours notre communauté. En fait, on a 10 000 personnes qui sont inscrites à la communauté Connectez-vous. Et donc, on reçoit les clients chez nous et en fait, on travaille avec eux sur, encore une fois, c'est quoi leurs irritants, leurs pain points, comment on peut améliorer en fait l'expérience du client. Donc ça, c'est des sujets qu'on co-construit avec eux et on les met vraiment en fait en œuvre après. Ça nous guide dans les priorités qu'on va mettre en place dans la mise en prod en fait de nos assets. Nous, on est très app first. Donc, je vous entendais en tout cas par les créas. Nous, on n'a pas tant cette problématique-là, puisqu'on a 2/3 du trafic qui vient de l'application. Et justement, ils ont une fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en novembre, qui a cartonné et qui est vraiment simplifié en fait, l'usage sur SNCF Connect en fait, de l'achat du billet de train. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois, vous essayez de prendre un train et il est complet. Moi, ça m'est arrivé hier matin. Je voulais rentrer à Paris, j'étais à Nantes. Le train de 9h était complet. Qu'est-ce que vous faites ? Je regarde les trains d'après, 11h. Je dis, oulala, j'aimerais rentrer plus tôt. On a mis en place une fonctionnalité qui s'appelle alerte train complet. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire. Donc, vous écrivez votre mail, vous inscrivez en fait à cette alerte train complet. En notification aussi. Et en fait, tout à coup, quand une place va se libérer, parce qu'il y a des gens qui, en dernière minute, vont libérer la place, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez recevoir une notification qui va vous dire, il y a une place qui s'est libérée, achetez cette place. Et donc, du coup, cette fonctionnalité, en fait, simplifie complètement le parcours parce qu'une fois que vous la recevez, vous cliquez, tout de suite, vous pouvez acheter en fait, le billet de train, c'est pratiquement dans le panier, on y va. Et aujourd'hui, il y a eu à peu près 300 000 quand même à la train complet qui ont été sollicités. Donc, c'est vraiment quelque chose que les clients sollicitent. Et parmi celles-ci,
80% en fait des gens qui avaient posé une alerte incomplète, on leur a fait une proposition comme quoi il y avait une place qui se libérait. Donc du coup, c'est vraiment un vrai succès pour nous, on est assez fiers. Et cette idée, comme ça je rembobine d'où ça vient, ça vient des idées c'est de l'innovation en fait. Parce que derrière, ce que vous ne voyez pas, c'est quelque chose de très simple, c'est ce que tu disais, la simplicité. Mais en back-office, il y a une complexité folle pour pouvoir rendre ce service au client que le client ne perçoit pas. Alors c'est un vrai service à valeur ajoutée. Ça nous arrive aussi à tous, je pense, d'avoir un train annulé. Ça m'est arrivé, comme à tout un chacun. Et la frustration, c'est qu'en fait, par contre, là, SNCF Connect ne propose pas une alternative. J'imagine que pour vous, c'est un chantier très compliqué, mais est-ce que vous pensez arriver un jour à dire au client, votre train est annulé, mais ne vous en faites pas, voici les propositions qui s'offrent à vous? Alors, heureusement, là, le jour où l'an dernier, ça m'est arrivé en gare, j'ai eu un agent extrêmement performant, mais ça, à travers l'application, je n'avais pas de réponse. Alors, c'est très compliqué l'annulation d'un train parce que déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le train qui est annulé. En général, normalement, si vous avez acheté le billet de train chez nous, on vous informe que le train est annulé puisque c'est l'info voyageur et elle est collective. Donc ça, voilà. La complexité après, c'est de trouver un train derrière. Donc aujourd'hui, on n'a pas la fonctionnalité. En tout cas, je prends, si ce n'est pas déjà pris par les équipes, en tout cas, ce sujet-là de use case, on va pouvoir le travailler avec les équipes. Par contre, il y a un autre use case qui est un peu encore en projet, donc il n'est pas encore sorti en fait au niveau des clients. C'est quand on voit que vous allez rater votre train, on propose proactivement, en fait, on est en train de réfléchir à vous proposer proactivement en disant « Oulala, attention, votre train, il est dans une demi-heure, vous n'y arrivez pas par rapport à la situation où vous êtes. » Et donc, proactivement, on pourrait vous proposer d'échanger un billet de train. Donc, on en est plutôt à ce use case-là, mais je prends note de votre use case pour les équipes. Merci. On va poursuivre avec Accor. Alix, en termes du X, sur quoi travaillez-vous ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment autour de la mesure. Donc nous aussi, on analyse les verbatim clients, on fait beaucoup d'A/B tests. En fait, l'UX, c'est quand même assez subjectif. Donc il y a ceux qui trouvent qu'il faut faire du beau, d'autres du transactionnel. On ne gagne jamais cette bataille sans les chiffres. Donc je me suis beaucoup reconnue dans vos anecdotes. Donc la mesure importante. Moi, j'ai fait le choix aussi de mettre le service client dans mon comité de direction. C'est un choix parce que je voulais que la voix du client elle soit là, que les équipes techniques, etc., puissent l'entendre. Donc, on revoit les top pain points de nos clients régulièrement. Les gens vont dans les centres d'appel, etc. Ce qui mène à mon deuxième point qui est, surtout dans une grosse entreprise comme Accor, les gens s'éloignent vite du client. Le développeur qui est au fond de sa mine, souvent, il ne se souvient même plus qui est le client en face. Parfois, d'ailleurs, il n'est pas le client lui-même. C'est ce que tu disais sur la famille versus peut-être quelqu'un de plus jeune. Et donc, j'ai vraiment, dans ce qu'on essaie de faire avec mes équipes, ce que j'appelle la friction positive du client. Et j'insiste vraiment sur cette notion de friction qui est, il faut confronter les équipes aux clients. Et parfois, ça fait mal. Moi, je sais que j'ai des équipes qui sont allées voir des franchisés qui l'ont parfois presque hurlé dessus par rapport à la qualité de l'outil qui était fait. Mais ça fait mal sur le moment. Et puis après, quand on revient, on a entendu. Et donc, sans aller dans ces extrêmes-là, ça veut dire envoyer les gens sur le terrain. Donc, moi, mes équipes, elles doivent aller dans les hôtels. Nos premiers clients, ce sont les hôtels, puisque réseau de franchisés. Donc, aller dans les hôtels, se rendre compte des impacts opérationnels des outils. Et quand je dis aller dans les hôtels, c'est faire le job du réceptionniste, faire le job du gars qui est en back-office pour se rendre compte de la réalité du quotidien. Ça peut être aller dans les centres d'appel, donc écouter les clients au téléphone. Ça veut dire faire du co-design. On a également effectivement des communautés d'utilisateurs qu'on utilise. On passe des journées complètes avec eux, on leur montre les maquettes, ils réagissent dessus, etc. Donc vraiment, ce sens du client. Utiliser aussi un truc hyper important. Utiliser l'anecdote pour détecter un problème plus large. C'est-à-dire que parfois, on voit pas mal de petits problèmes, on se dit « Ah, c'est un edge case ». En fait, c'est le truc que j'ai pas... Non, mais en fait, remonte vraiment jusqu'au bout du truc. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et en fait, souvent, on découvre une mine de choses plus compliquées, qui ont été mal pensées. Voilà. Et puis après, dans une moindre mesure, quelque chose assez intéressant, c'est ce principe de end-on cord. Vous savez, c'est comme dans les usines Toyota où n'importe qui peut arrêter la chaîne s'il voit vraiment quelque chose qui ne va pas aller. Ça, c'est quelque chose qui me date de mes vieux jours aussi à Seattle, mais qui est hyper puissant aussi de se dire qu'on empower notamment des gens de la frontline pour arrêter des choses si ça ne marche pas.
C'est aussi pour ça que j'ai le service client dans mon comité de direction, c'est de dire en fait ça, ils ont le pouvoir de dire c'est un no-go parce que vraiment ça va dégrader ce qu'on est en train de faire pour le client. Voilà, c'est des petites choses qu'on fait qui progressivement acculturent tout le monde à cette obsession du client qui est importante, je pense, pour l'UX. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants pour cette table ronde. Je pense qu'on a fait un tour très complet des évolutions stratégiques en matière de voyage et digital. Donc, merci infiniment. On peut les applaudir. Après, il nous reste quelques minutes. Donc là, la parole est à la salle. Avez-vous des questions, des remarques, des retours d'expérience à partager ? On va avoir le temps de prendre juste une seule question. J'espère être représentatif de la salle. Je vous ai entendu parler d'open innovation. J'ai entendu parler aussi que vous aviez des ressources en interne puisque l'IA, vous le maîtrisez depuis des années. Est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire, sans parler de Accenture ou de Deloitte, de prestataires extérieurs qui pourraient apporter pour les gens qui ont des besoins dans ces nouveaux métiers pour vous aider à avancer dans l'IA, l'IA au grand sens du terme? Alors, en ce qui nous concerne, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens, la réponse est oui. En fait, chez Accor, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Donc, il y a des cas d'usage qu'on fait en interne, il y en a d'autres qu'on fait via des sociétés technologiques type Accenture, comme vous l'avez cité, mais de plus ou moins grande taille. Il y en a d'autres qu'on fait par des startups ou des partenaires. Je ne pense pas qu'on a vocation à tout développer en interne, justement. Il y a des métiers sur lesquels on ne sera jamais des experts. Et donc, nous, notre but, c'est aussi d'aller chercher des gens qui sont experts dans la verticale et qui vont nous apporter une solution. C'est d'ailleurs un peu, je pense, l'enjeu, c'est quand est-ce qu'on choisit de le faire en interne versus prendre une solution externe, etc. Je pense que il n'y a pas une recette unique, mais clairement, de notre côté, on fait un mix des différentes solutions suivant les use cases. Alors nous, on ne l'a pas utilisé, mais juste, on a rencontré plusieurs agences qui, par l'intermédiaire de la BPI finance. Alors, ils ont réduit le montant de financement, mais je ne sais plus si c'était 10 000 et ils ont financé 8. Bon, je ne sais pas ça, les chiffres, vous le verrez peut-être cet après-midi. Et aujourd'hui, il existe des gens qui sont référencés comme étant acceptables sur ce genre de choses. Pardon. Excusez-moi, mon téléphone. Et donc, typiquement, si on veut commencer, c'est commencer par là. Ils vont vous faire des différents use cases. La BPI en prend en charge une partie. Vous avez juste l'autre partie à prendre en charge. Et pour nous, on ne l'a pas fait, mais je pense que on pourrait même le faire, ça serait utile. Voilà, merci beaucoup Linda, merci à tes intervenants.